Donc ce soir, je vous fais une présentation sur le médicament vétérinaire en élevage canin ou félin, non pas au sens de la médecine, mais au sens de la pharmacie, c'est-à-dire plutôt sur les aspects réglementaires et les bonnes et les mauvaises pratiques, plutôt au sens réglementaire, avec cette notion de feu rouge, de feu orange ou de feu vert. Donc, qu'est-ce qu'on a le droit, qu'est-ce qu'on peut faire, ou qu'est-ce qui est un peu plus risqué, et quel est finalement notre périmètre. Il n'y aura pas beaucoup de questions, de réponses aux questions médicales en tant que telles. Hein. Alors, voilà les questions qu'on va essayer de répondre. Quelques questions concrètes que peut-être vous êtes posées. Quels sont les médicaments que, en tant qu'éleveur, je peux avoir en stock dans ma pharmacie d'éleveur? Quels sont les médicaments que je peux utiliser avec ou sans prescription? Est-ce qu'il y a des voies d'administration que je peux utiliser ou pas, ou d'autres qui seraient prohibées? Est-ce que je peux vacciner moi-même les chiots ou les chatons? Un vétérinaire peut-il refuser de faire l'ordonnance dont j'ai besoin en tant qu'éleveur? Ou avec et sans ordonnance, est-ce que je peux acheter mes médicaments ailleurs que chez mon vétérinaire? Pendant combien de temps je peux me servir d'une ordonnance pour refaire un stock? Et est-ce que je peux réutiliser les médicaments entamés, les reliquats de médicaments entamés? Voilà, c'est le type de questions assez concrètes, mais sur le plan réglementaire, auxquelles on va tenter de répondre. La question du médicament et de la pharmacie est une question assez complexe, parce qu'elle repose d'abord sur le diagnostic, la prescription, la délivrance et l'usage, et finalement sur deux types de réglementation très différentes. Une réglementation que j'ai présentée à gauche, qui est celle de la pharmacie, qui est des codes de la santé publique, qui est une réglementation assez miroir de celle qui existe pour la pharmacie humaine, où on a des médicaments qui sont fabriqués par des laboratoires, on va dire une AMM, qui sont distribués par des grossistes. Donc, ceux-là, ils ont une AMM, chacun a une autorisation d'ouverture. N'importe qui ne peut pas fabriquer de manière industrielle un médicament et n'importe qui ne peut pas les vendre en gros. Ensuite, dans notre jargon, il y a ce qu'on appelle les ayants droit. Donc, les ayants droit, c'est les vétérinaires et les pharmaciens. Le vétérinaire n'a pas le droit de tenir officine ouverte, contrairement au pharmacien qui a le droit de tenir officine ouverte, on verra la différence. Donc, la pharmacie peut vendre sur ordonnance, le cas échéant. Donc, voilà le circuit des produits. Et il arrive jusqu'à l'éleveur, les détenteurs des animaux, avec éventuellement une pharmacie d'élevage, et puis une utilisation et un registre d'utilisation. Voilà sur cette partie de gauche qui est finalement un circuit du médicament du fabricant, de l'industriel, jusqu'à l'utilisateur ou jusqu'à l'animal traité. Et puis, il y a la question de l'usage. L'usage, c'est une question qui est d'abord une question de médecine vétérinaire au sens, et là, on n'est plus dans le code de la santé publique, mais on est dans le code rural, parce que les vétérinaires ne sont pas des médecins. Donc, on est dans le code rural. Et avant tout, le vétérinaire fait un diagnostic. Et c'est à partir de son diagnostic qu'il peut faire soit après un examen clinique, soit désormais, depuis pas très longtemps, même si on est encore on va dire en cours de réflexion en télémédecine, mais bon, on a commencé quand même à le faire depuis le Covid 2019. Il y a eu un décret qui nous a permis de le faire avec une expérimentation. À partir de ce diagnostic, et j'insiste sur ce mot, le vétérinaire fait une prescription, donc une ordonnance, et il le fait non pas pour l'élevage, mais pour les animaux de l'élevage, pour un ou plusieurs animaux dont il doit identifier en tant que tel. Et enfin, une fois avec cette ordonnance, l'éleveur peut aller chercher son médicament, donc la délivrance, chez un ayant droit, qui est donc soit le vétérinaire ou la clinique vétérinaire qui a prescrit le médicament, et seulement celle-là, soit une pharmacie, et je dirais n'importe quelle pharmacie à partir de la même ordonnance. Et l'éleveur, lui, est tenu d'utiliser le médicament de manière conforme dans le respect de l'ordonnance avec la tenue du registre. On revient à la colonne précédente. Donc, c'est finalement assez compliqué parce qu'on a deux réglementations qui non pas s'opposent, mais une réglementation qui est sur la traçabilité du produit et une réglementation qui est sur le bon usage.
Alors, quand on se pose des questions, et on me pose des questions tous les jours, est-ce que j'ai le droit de faire ceci? Est-ce que j'ai est-ce qu'il est interdit de faire cela? Bon, finalement, il y a toujours à peu près trois responsabilités et trois risques différents. Bon, la responsabilité pénale, civile, on va dire éthique ou déontologique, qui s'applique évidemment aux vétérinaires, mais qui pourrait s'appliquer aux éleveurs. Alors, la première question, c'est est-ce que la pratique sur laquelle je m'interroge, elle est interdite? C'est l'infraction. Quand c'est interdit, c'est interdit. Il y a un test qui dit il est interdit de faire ceci, il est interdit de faire cela, et c'est clairement sanctionné par une amende, une peine de prison, je ne sais pas quoi, enfin, une contravention. La deuxième question, c'est même si ce n'est pas interdit, est-ce que c'est dangereux ou risqué? Est-ce que je vais prendre un risque à l'animal? Est-ce que je vais prendre un risque à l'utilisateur? Est-ce que je vais prendre un risque à l'environnement? C'est la faute. Et la faute qui est liée à un dommage, un dangereux risque. Et puis, il y a un troisième angle qui est celui de l'éthique, qui est peut-être largement aussi important que les deux premiers, voire peut-être plus important. Est-ce que ce que je fais, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal au sens de l'acceptation par la société? Et ça, c'est quelque chose de beaucoup plus flou. Bon, c'est la déontologie, hein, donc les vétérinaires sont régis par le code de déontologie, mais c'est quelque chose qui est évidemment beaucoup plus difficile à cerner, même s'il y a des règles écrites. Alors, ça serait génial si, évidemment, tout ce qui était légal était bien et tout ce qui était interdit était mal. En fait, ce n'est évidemment pas si facile que ça. Ah, je vais essayer de couper le son. Quand on est en haut à droite, si on présente toutes vos activités, tous vos actes dans cette partie, dans ce cercle, si on est quelque chose qui n'est pas interdit, donc qui est légal, et qui est bien, et qui est sûr, qui est bien accepté, généralement, il n'y a aucun problème, et sauf aléa thérapeutique, tout se passe bien, c'est le feu vert. Quand on est à l'inverse, en bas à gauche, c'est interdit. Donc, il y a un risque pénal, il y a un risque d'amende, et c'est à la fois mal ou dangereux, et bien là, c'est évidemment, il ne faut pas le faire, et c'est risqué. Donc, c'est par exemple, je vais trop vite, par exemple, vacciner ses chiens, ses propres chiens, ça, c'est interdit, et ça peut éventuellement prendre un risque. Et en tout cas, ce n'est pas d'accepter. Donner à un ami éleveur des médicaments qui ont bien marché pour votre élevage, tout ça, c'est des choses qui sont à la fois considérées comme risquées et interdites, et qui sont donc à proscrire absolument. Le deuxième, c'est des choses qui sont légales, mais qui sont finalement, qui peuvent être dangereux. Et donc, il y a un risque d'ennui sévère. Voilà. C'est typiquement laisser des médicaments à la portée des enfants. Donc là, des médicaments à la portée des enfants, on voit bien pourquoi ça peut être dangereux, parce que les médicaments pour les enfants, ce n'est pas toujours les mêmes, et ça peut être dangereux, même si les enfants pèsent peut-être un peu plus lourd que le chien. Ou donner de l'ammoxicilline chez le lapin. Il n'y a rien qui interdit de donner ou de prescrire l'ammoxicilline chez le lapin, mais l'ammoxicilline tue très bien les lapins. Donc c'est évidemment dangereux. Donc, voilà, c'est des choses à ne pas faire, même si ce n'est pas interdit. Et là, c'est des feux rouges ou des feux oranges. Et une autre chose, c'est quelque chose qui est beaucoup plus toléré, on va dire, qui est quelque chose de bien, mais qui est interdit. Par exemple, et ça vous avez tous fait, je pense, dans tous les cas, soigner un chien qui est malade par un médicament injectable sur prescription de son vétérinaire. Sur prescription de son vétérinaire. Donc, si vous savez faire des injections, si le chien est malade et si le vétérinaire vous l'a prescrit, peut-être qu'il vous est arrivé de faire des injections vous-même à des chiens. Ça, sachez que c'est interdit, puisque la voie injectable est interdite pour tout ce qui n'est pas vétérinaire, donc pour toute personne qui n'est pas vétérinaire. Mais bien sûr que sur un seul chien malade, etc., personne ne pourra vraiment vous le reprocher, ou on ne peut pas imaginer qu'un inspecteur vienne vous sanctionner sur ce point, contrairement à vacciner ses chiens par voie injectable, où là, c'est quelque chose de courant sur des chiens sains et où ce n'est pas accepté. Donc, vous voyez qu'on a déjà pas mal de nuances. Alors, quelques exemples.
Alors d'abord, sur le risque pénal. Le risque pénal, il est relativement clair, c'est qu'il y a une interdiction qui est clairement formulée. Il est interdit de rouler à plus de 80 ou 90 sur la route, je prends cet exemple-là, donc c'est un feu rouge. Et non seulement on vous l'a dit, mais on vous l'a dit au moins 2 fois. C'est interdit et vous le savez. Et puis, il y a des inspecteurs, dont j'ai mis des radars, qui contrôlent cette interdiction. Et ça se traduit par une contravention, une infraction, une sanction, passage devant un tribunal lorsqu'il y a une enquête qui pourrait aller plus loin. Bon, ça, c'est clair. Alors, quelles sont les infractions que vous pourriez faire sur les achats ou les usages de médicaments? Qui sont assez, non pas classiques, mais qui peuvent être tentantes. Voilà. Alors, les ayants droit, d'abord. Je ne vais pas vous donner beaucoup de textes de droit, mais j'en ai quand même quelques-uns. Seuls peuvent préparer extemporanément, c'est-à-dire pas à l'avance, détenir en vue de leur session d'utilisateur, c'est-à-dire vous, éleveurs, et délivrer au détail, à titre gratuit ou onéreux, les médicaments vétérinaires, soit les pharmaciens d'officine, soit, sans toutefois qu'ils aient le droit de tenir officine ouverte, les vétérinaires lorsqu'il s'agit des animaux auxquels ils donnent personnellement leurs soins, c'est-à-dire vous en tant que client. Ça, c'est le droit, comme c'est seul, c'est une sorte de monopole. Et quand si une personne n'est pas vétérinaire ou n'est pas pharmacien, ou qu'un vétérinaire ne le fait pas, mais tient officine ouverte, la sanction peut être sévère, parce qu'il y a de 150 000 € d'amende et 2 ans de prison. Donc, ce qui veut dire que, par exemple, si vous donnez un médicament que vous avez acheté légalement en tant qu'éleveur et que vous le donnez à un autre éleveur, ben vous tombez sur cette infraction-là, et donc c'est puni. C'est le monopole pharmaceutique. Donc, vous pouvez aller dans une pharmacie, n'importe laquelle, ou chez votre vétérinaire, mais seulement le vôtre, c'est-à-dire la clinique vétérinaire, avec une exception évidemment assez importante, que vous connaissez certainement, qui sont les APE, APE antiparasitaires externes dérogatoires, ceux qui sont topiques et qui s'utilisent sans prescription, du type Frontline, pour citer une marque connue d'antiparasitaires externes. Deuxième infraction, c'est l'absence d'ordonnance. Donc, la délivrance au détail des médicaments est en général soumise à ordonnance, au moins de certaines classes, qui est remise à l'utilisateur. Les médicaments concernés par ordonnance, c'est presque tous. Les antibiotiques, aujourd'hui on appelle ça plutôt antimicrobiens parce qu'on inclut dedans les anticoccidiens, les vaccins, les sérums, les anabolisants, les stupéfiants, évidemment, ça ne vous aura pas échappé. Lorsqu'un médicament nécessite un diagnostic préalable, ou si des précautions d'emploi le justifient, ou si les effets secondaires sont importants, de type anti-inflammatoire, la plupart des antiparasitaires, pas forcément tous, mais la plupart, les hormones, les anesthésiques, bon, tout ça fait partie des médicaments qui peuvent être sur ordonnance, du moins qui sont presque tous sur ordonnance, pas tous les antiparasitaires, les antiparasitaires avec des exceptions. Et pour tous les médicaments, quels qu'ils soient, qui sont utilisés, ce qu'on appelle dans notre jargon hors AMM, ou qui sont des préparations extemporanées qui sont préparées pour vous, tout ça, c'est évidemment sur ordonnance. Toutes les nouvelles substances, c'est-à-dire tous les nouveaux principes actifs qui sont commercialisés depuis moins de 5 ans sont sur ordonnance. Après 5 ans, on peut s'interroger si on continue à être sur ordonnance ou si on demande une dérogation. Donc, quand on ne respecte pas ça, c'est la même peine que tout à l'heure, c'est-à-dire 150 000 € d'amende au maximum et 2 ans de prison, voire 750 000 € d'amende et 7 ans de prison lorsque c'est commis en bande organisée, c'est-à-dire avec des complicités, et surtout pour un vétérinaire d'ailleurs. On dit qu'à peu près 70 à 80% des médicaments destinés aux chiens et aux chats ne peuvent être vendus que sur prescription vétérinaire. Il y a les APE, il y a quelques vermifuges qui sont sans ordonnance, il y a l'homéopathie par exemple qui est sans ordonnance, peut-être quelques topiques, etc. Et c'est quand même une petite minorité. Tout le reste et tous les médicaments les plus importants sont sur ordonnance et donc nécessitent cette ordonnance du vétérinaire. Alors, j'en profite pour vous signaler, pour que vous connaissez tous ces notices de médicaments, j'imagine, usage vétérinaire indélivré sur ordonnance, respecter les doses prescrites, etc. Les cadres rouges ou les cadres verts, tout ça,
ça va petit à petit disparaître d'ici 2027, puisqu'il y a une nouvelle réglementation qui se met en place, qui est une réglementation européenne avec une harmonisation de l'étiquetage. Tout ça, c'est des étiquetages franco-français. Donc, tous ces étiquetages-là vont disparaître pour être harmonisés au niveau européen avec d'autres types d'étiquetage et sans ces cadres rouges et ces cadres verts. Comment dire, ces carrés que tu rouges ou verts selon leur appartenance à une catégorie légale va disparaître. Donc, vous allez commencer à avoir des étiquetages qui vont être modifiés et peut-être simplifiés. Alors ensuite, la deuxième obligation, c'est qu'une fois qu'on a l'ordonnance, on a l'obligation de suivre cette ordonnance. Alors, là encore, un autre article du Code rural, un médicament ne peut être administré à un animal que dans les conditions prévues par sa notice, c'est-à-dire parce que vous allez voir la notice, c'est-à-dire dans notre jargon, l'autorisation de mise sur le marché, l'AMM, ou dans les conditions prévues par l'ordonnance d'un vétérinaire. En d'autres termes, hors AMM, ou dans le jargon hors RCP, c'est-à-dire hors des résumés des caractéristiques du produit, c'est interdit, sauf si on a la prescription. La sanction étant importante, si quelqu'un utilise un médicament hors AMM sans cette prescription, puisqu'elle est de 30 000 € d'amende et 6 mois de prison éventuellement, en cas c'est un délit. Donc l'usage hors AMM des médicaments est interdit, sauf si on dispose de la prescription correspondante. Enfin, dans l'ordonnance, nécessite que les animaux soient identifiés. De la même façon qu'un médecin ne fait pas une ordonnance pour l'ensemble des enfants d'une crèche, les vétérinaires ne devraient ou ne font pas d'ordonnance pour un élevage. Ils le font pour des animaux de l'élevage. L'ordonnance de Reitz n'est pas valable pour Médor, même si Reitz et Médor sont dans le même élevage, sauf si l'ordonnance évidemment prévoit pour Reitz et Médor. En outre, elle est désormais valable que pour les seules quantités prescrites, éventuellement ce qu'on appelle en délivrance fractionnée, si les quantités prescrites sont importantes et sur une durée longue, pour le traitement des infections chroniques, par exemple sur un an, ou pour des médicaments utilisés en reproduction, pour imaginer des délivrances fractionnées sur une durée totale d'1 an maximum. Et l'ordonnance est conservée dans le registre de l'élevage. Donc, l'ordonnance n'est pas un permis à acheter pendant 1 an pour tout l'élevage les médicaments qui sont prescrits pour un ou quelques animaux. Et le vétérinaire ne devrait pas prescrire pour l'élevage, mais seulement pour quelques animaux ou pour les animaux de l'élevage, en tous les cas, qui sont identifiés dessus. Enfin, on passe maintenant davantage encore dans le code rural avec l'exercice illégal de la médecine vétérinaire et l'obligation de réaliser un examen clinique et un diagnostic. Alors, depuis 2007, on a bien maintenant défini ce que c'était qu'un acte vétérinaire. Et donc, les actes vétérinaires sont, en gros, ne peuvent être réalisés de médecine et de chirurgie que par des vétérinaires. Et sauf les soins de première urgence, j'insiste, les soins de première urgence peuvent être réalisés par toute personne. Sinon, les actes de médecine ne peuvent être pratiqués que par un vétérinaire. Il s'agit de tous les actes qui ont pour objet de déterminer l'état physiologique ou de santé d'un animal ou d'un groupe d'animaux, de diagnostiquer une maladie, une blessure, une douleur, une malformation, de prévenir ces maladies, de traiter ces maladies, d'établir une expertise ou de délivrer un certificat. Évidemment, la prescription des médicaments est un acte vétérinaire qui est réservé aux vétérinaires et l'administration par voie parentérale, c'est-à-dire par voie injectable notamment, est un acte vétérinaire. Donc, vous voyez que normalement, sauf les soins de première urgence, l'administration par voie injectable n'est pas possible pour une personne qui n'est pas vétérinaire. De moins pour un éleveur de chiens ou de chats, parce qu'on a fait une dérogation pour les éleveurs de production animale qui ont la possibilité d'administrer ces médicaments par voie parentérale, par voie injectable, mais pas pour les éleveurs de chiens et de chats. Enfin, tout acte de chirurgie affectant l'intégrité physique de l'animal dans un but thérapeutique ou zéotechnique, il y a l'identification notamment, est un acte vétérinaire.
Donc, l'exercice illégal de la médecine vétérinaire est puni d'une amende aussi de 30 000 euros et jusqu'à 2 ans de prison. Donc, l'éleveur qui fait tout seul son diagnostic ou qui fait une injection à ses chiens se trouve être en exercice illégal de la médecine vétérinaire. Enfin, l'examen clinique, donc toute délivrance par un vétérinaire d'un médicament fait suite à un examen clinique de l'animal, toute prescription est effectuée après un diagnostic vétérinaire faisant suite à une consultation comprenant cet examen clinique. C'est-à-dire, la règle, c'est examen clinique, diagnostic, prescription. Une fois qu'on a la prescription, délivrance. On est dans une situation où maintenant, grâce ou à cause du Covid, la télémédecine est permise, ce qui permet donc une téléconsultation qui peut se faire soit par un examen avec un smartphone ou une vidéo qui peut conduire à un diagnostic, soit même simplement par un coup de téléphone, on va dire, un entretien téléphonique qui constitue vraiment une téléconsultation dans la mesure où cet entretien téléphonique ou cet examen vidéo peut permettre de faire un examen suffisant pour avoir un diagnostic. Cette téléconsultation peut permettre de faire une prescription, puis une délivrance, et la délivrance peut être faite soit au comptoir de la clinique, soit éventuellement par colisage, c'est dans un délai inférieur à 10 jours entre le moment de l'examen clinique et l'envoi du colis. Donc, relativement rapide, mais c'est assez facile de respecter ce délai de 10 jours. L'animal est donc le client de la clinique. Dans le cas de la télémédecine, l'animal est le client de la clinique. Il doit avoir été examiné en présentiel par un vétérinaire de la clinique, pas forcément le vétérinaire prescripteur. Les cliniques ont maintenant plusieurs vétérinaires. Donc il a été examiné en présentiel, donc en face-face, par un vétérinaire de la clinique depuis moins d'1 an. Il n'est pas possible de faire une téléconsultation ou une télémédecine sur un animal qui n'a pas été examiné préalablement par un vétérinaire, même si ça n'a rien à voir, entre guillemets, même si la téléconsultation n'a aucun lien avec l'examen préalable de l'animal dans la clinique. Donc, ce sur quoi je veux surtout insister, c'est sur cet ordre logique et réglementaire qui est l'examen clinique permet le diagnostic permet la prescription, et la prescription permet la délivrance d'un médicament. Voilà, c'est ce que j'ai dit. On passe maintenant à quelque chose de tout aussi important que ces aspects un peu répressifs de la partie pénale, c'est la partie civile. Donc la partie civile, c'est quand je fais prendre un risque. Donc, si je reprends mes analogies avec le routière, avec la circulation, là, il y a un accident avec une voiture qui est sur le toit, et puis peut-être cette voiture, la Vectra en l'occurrence, qui n'a pas bien respecté c'était le passage, une 106 qui arrivait, tout le monde se retrouve sur le toit. Bref, c'est très difficile de savoir qui a fait la faute. Chaque cas est un cas particulier. Qui est responsable de quoi et qui doit payer, quelle est l'assurance de quelle voiture doit payer les dommages en question. Donc, ça, c'est du feu orange, c'est des choses dangereuses et qui peuvent prendre un risque. Alors, le point de départ de ce test, c'est donc le code civil, qui est un code le plus important. C'est le code des codes, si je puis dire. C'est le premier des codes, en tous les cas. C'est le code qui date de Napoléon. Et donc, sa rédaction, qui est assez ancienne, puisqu'elle date de Napoléon, fait qu'elle n'est pas toujours facile à comprendre, mais l'article clé, donc l'article 1382 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Alors, c'est une formulation ancienne qu'on a du mal à comprendre, mais quand on la lit 3 fois, on a bien compris. Celui qui commet une faute, que cette faute est responsable d'un dommage, il répare le dommage qu'il a commis par sa faute. Donc, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, par son acte, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Ça, c'est l'article clé qui permet de savoir si c'est dangereux ou pas dangereux et surtout qui permet de réparer. Alors, la responsabilité civile pour les vétérinaires, c'est la faute médicale, comme pour les médecins. Donc, elle s'appuie sur un arrêt de jurisprudence, qui est l'arrêt Mercier. Le vétérinaire a l'obligation de soins non pas quelconque, mais consciencieux, attentif, conforme aux données acquises de la science et avec le consentement éclairé du client. Si il ne respecte pas cette obligation de soins, c'est qu'il fait des soins qui ne sont pas consciencieux, qui ne sont pas attentifs, qui ne sont pas conformes aux données acquises de la science ou qui n'a sans votre consentement, et que cette faute est responsable d'un dommage, soit matériel ou immatériel. Le dommage matériel, c'est par exemple la mort d'un animal. Immatériel, ça peut être le manque à gagner, une portée qui ne serait pas là, et qu'il y a bien un lien de causalité entre la faute et le dommage, entre la faute et le dommage, c'est bien la faute qui est à l'origine du dommage, et bien, il y a un remboursement, c'est la réparation. Et toute personne, et c'est une obligation déontologique, toute personne a ce qu'on appelle une RCP, c'est-à-dire la responsabilité civile professionnelle. Je pense que vous en avez également une pour votre activité d'élevage. C'est une obligation déontologique pour les vétérinaires. Et la victime, ainsi, la victime, comme la victime d'un accident du code de la route, eh ben, peut être remboursée, peut demander réclamation. Alors, pour les vétérinaires, quand il y a évidemment, c'est toujours des sujets de litige, on va dire que de manière générale, dans 90% des cas, les vétérinaires ont une assurance et le litige se termine à l'amiable entre l'assurance du vétérinaire et éventuellement l'assurance de l'éleveur ou l'éleveur lui-même, avec généralement la responsabilité du vétérinaire qui est exclue dans un quart des cas, reconnue, on va dire dans un quart des cas, dans 20% des cas, et partagée entre l'éleveur ou le détenteur des animaux et le vétérinaire dans à peu près la moitié des cas. Bon, c'est un point très, très important, cette notion de faute médicale. Elle n'empêche pas, en plus, notamment pour les animaux de compagnie, que des propriétaires d'animaux demandent non seulement la réparation, mais également demandent une sanction disciplinaire en poursuivant le vétérinaire devant une chambre de discipline de l'ordre des vétérinaires. Ensuite, il y a également l'aléa thérapeutique. Alors, l'aléa thérapeutique, c'est-à-dire un effet indésirable, mais qui ne découle pas d'une faute. Par exemple, un effet indésirable qui est lié au médicament, mais qui n'est pas associé à qui ne constitue pas une faute. C'est bien des soins consciencieux, attentifs, conformes aux données de l'acquisition avec le consommateur, n'est pas couvert par l'assurance en responsabilité civile professionnelle. Alors, qu'est-ce que apportent du coup les autorisations de mise sur le marché qui sont faites par les laboratoires? Donc, on a beaucoup parlé des effets indésirables des vaccins Covid, qui sont tous sous AMM. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que l'AMM n'est pas vraiment une assurance. Ce n'est pas une garantie de tout. Alors, évidemment, l'AMM, qui est faite par un fabricant, par un laboratoire pharmaceutique, c'est une garantie de qualité. Et en ce sens, c'est une assurance. C'est-à-dire qu'un défaut de qualité d'un médicament engage le titulaire de l'AMM et sa responsabilité. Et si le médicament présente des défauts, c'est au fabricant d'en assumer la responsabilité et de réparer les éventuels dommages qui sont liés à ce défaut de qualité. En revanche, ce n'est pas une garantie d'innocuité ou d'efficacité. Ce n'est pas une assurance que le médicament est à 100% efficace, et ce n'est pas non plus une assurance que le médicament est sans aucun effet indésirable. C'est simplement une assurance, par contre, une garantie en tous les cas, que les agences du médicament, les administrations, ont considéré que l'évaluation était positive du rapport bénéfice sur risque. C'est une notion que maintenant qui est devenue, entre guillemets, assez populaire. Là encore, grâce au vaccin Covid, on sait qu'il y a toujours un risque
d'effets indésirables, mais il y a le bénéfice qui est beaucoup plus grand que le risque. Voilà, donc c'est qu'il faut retenir sur les médicaments que vous pouvez utiliser lorsqu'ils peuvent présenter un manque d'efficacité ou un effet indésirable et qui ne sont pas reliés à un défaut de qualité. Ça n'engage pas pour autant la responsabilité du fabricant, ni d'ailleurs celle du vétérinaire en l'occurrence. C'est simplement l'aléa thérapeutique. Alors, où déclarer les effets indésirables? Vous pouvez, d'abord, les vétérinaires peuvent les déclarer. Vous pouvez les déclarer à votre vétérinaire et le vétérinaire les déclare, ou vous pouvez les déclarer vous-même sur le site pharmacovigilance ANMV, Agence nationale des médicaments vétérinaires.anses.fr, l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Et vous aurez ici la possibilité soit de le déclarer en ligne, soit de le déclarer sur une fiche formulaire et de l'envoyer ensuite par mail, etc. Donc, vous avez différentes possibilités pour déclarer maintenant les effets indésirables. Et la France fait partie des pays de l'Europe dans lesquels beaucoup d'effets indésirables sont déclarés pour les médicaments vétérinaires. On est assez pionnier en la matière et ce n'est pas plus mal. En pratique, quels sont les risques pour vous sur le médicament vétérinaire? Alors, c'est d'abord du bon sens, puis ce n'est pas des choses légales. Donc, céder un médicament à notre éleveur, en dehors du fait que c'est interdit sur le plan pénal, c'est aussi un risque que le médicament soit dangereux pour la race en question, soit manque d'efficacité parce que ce n'est pas la même maladie ou ce n'est pas la même affection, et avec le risque de poursuite pénale, on a déjà parlé. Donc, et voire de poursuites civiles de l'autre éleveur qui pourrait se retourner contre vous en disant il m'a cédé même gratuitement quelque chose qui m'a causé un problème. Le deuxième point qui est évident, c'est de stocker les médicaments sans précaution. Il n'y a rien qui oblige dans les textes à ce que les médicaments soient stockés dans une pharmacie d'élevage fermée à clé ou fermée au minima. Mais c'est évidemment quelque chose à prendre, de stocker les médicaments dans une boîte à pharmacie ou dans une armoire à pharmacie, parce que de ne pas laisser traîner. Évidemment, le risque d'accident, hein, si un enfant le prend et l'avale, de détournement de certains médicaments, de mauvais usage, parce que la notice et les médicaments sont perdus, si tous les médicaments sont éparpillés partout. Et enfin, un manque d'efficacité, si le médicament est périmé ou mal conservé à un mauvais endroit, sous le soleil, alors qu'il ne devrait pas l'être, ou devrait être dans le réfrigérateur, etc. C'est une évidence, stocker les médicaments dans un endroit dédié, approprié, classiquement une armoire à pharmacie, hein, c'est quelque chose qui nous permet d'éviter un certain nombre d'inconvénients ou de risques, de dangers, de les laisser traîner. La deuxième chose, c'est utiliser un médicament sur ordonnance, mais sans se référer à l'ordonnance. En gros, c'est l'automédication. L'automédication sur un autre animal, hein, même sur des médicaments aussi banals que les antiparasitaires. Les antiparasitaires, c'est les leaders de la pharmacovigilance vétérinaire. C'est là-dessus qu'il y a le plus d'effets indésirables. Ensuite, le risque des reliquats. La France fait partie des pays latins. Dans les pays latins, on aime bien acheter en gros pour pas cher et avoir beaucoup de reliquats ou beaucoup de stocks et les utiliser après. C'est tout à fait différent dans les pays anglo-saxons où on préfère beaucoup acheter en petite quantité et au fur et à mesure qu'on a des réels besoins. Bon, c'est notre nature qui est comme ça, notre culture qui est comme ça. Donc, mais bon, avoir des reliquats, c'est quand même pour avoir peut-être un risque de mal faire les choses, parce qu'on dit on a ça en stock, je veux l'utiliser, on verra bien. Et en fait, ça sera peut-être plus d'avoir cette réflexion de départ, examen clinique, diagnostic, etc. Éliminer certains médicaments qui peuvent être dangereux sans précaution. Bon, là encore, il n'y a pas ou très peu de précautions réglementaires sur les déchets, mais éliminer des flacons vides en PME sans précaution peut présenter évidemment un risque si on les met dans la et a fortiori si on utilise des aiguilles, hein, parce que les piquants coupants, etc., ça présente un risque pour tout le monde d'avoir ça qui traîne dans les poubelles. Et c'est maintenant assez, d'ailleurs, réglementé, peut-être pas pour vous, mais au moins pour les vétérinaires, sur la partie qu'on appelle DASRI,
les déchets à risque infectieux où il est piquant. Enfin, le dernier volet de cet aspect réglementaire feu rouge, feu vert, feu orange, c'est le risque éthique. Je vous ai dit qu'il était tout aussi important que le risque pénal et le risque civil, qui est celui de l'acceptation. Alors là, j'ai pris comme non plus une analogie routière, mais une analogie du jeu. Vous faites probablement du sport et tout le monde respecte les règles du jeu quand on fait un sport, et quand on ne respecte pas les règles du jeu, eh ben, on a un carton jaune, un carton rouge, donc on a un mauvais comportement. Il n'y a pas forcément d'infraction pénale, il n'y a pas forcément de danger, mais on respecte les règles du jeu. C'est la discipline. C'est la discipline sportive, ben c'est la discipline professionnelle. La discipline professionnelle, c'est la déontologie et l'éthique. Et c'est très important parce que c'est là-dessus que beaucoup de fautes ou d'actes se jugent en disant c'est pas bien de faire comme ça. C'est pas comme ça qu'on devrait faire. C'est souvent une question d'éthique et de déontologie, donc d'acceptation par l'ensemble de la profession. Alors, les vétérinaires sont une profession libérale réglementée, donc ils ont une déontologie qui figure dans le code rural, avec des sanctions qui sont de ce type, qui sont des sanctions administratives. C'est-à-dire que, premièrement, avertissement, donc, premièrement, réprimande, deuxièmement, avertissement, ensuite, suspension d'exercice, voire radiation, exclusion du jeu. Vous faites peut-être partie de la Société centrale canine ou du LOF. C'est pareil, ils ont des règlements, vous avez des règlements intérieurs qui ne sont pas des tests réglementaires en tant que tels, qui sont des règles éthiques internes à votre profession que vous devez respecter. Donc là, on est dans le même ordre de règles internes à une profession. Alors, quels sont les exemples, par exemple, de bonnes pratiques éthiques, de déontologie? Même si ce n'est pas obligatoire, déclarer les effets indésirables ou les manques d'efficacité, c'est une bonne pratique. Sur les antiparasitaires, porter des gants. L'usage fréquent de ces molécules antiparasitaires ne fait pas en sorte que les molécules en soient les plus sûres. C'est une molécule qui tue des parasites, qui sont des organismes vivants, qui sont assez évolués finalement par rapport aux virus ou aux bactéries, les puces ou les tiques ou les vers. C'est pas des molécules anodines, c'est souvent des molécules qui sont des neurotoxiques. Donc, porter des gants, c'est mieux, ne pas les faire en présence des enfants ou immédiatement les enfants qui caressent le chien. Après, c'est bien. Il y a un impact sur l'environnement. Donc, une bonne pratique, c'est de porter des gants. Enfin, je porte des gants évidemment pour les antiparasitaires topiques. Vous avez un registre sanitaire, et vous mettez votre ordonnance dans le registre sanitaire. C'est d'ailleurs aussi une obligation réglementaire, ainsi que d'inscrire les traitements réalisés dans le registre sanitaire. Des achats modérés. On peut concevoir que vous ayez besoin d'un stock de médicaments pour traiter les soins urgents, les soins courants, mais ne faites pas plus d'un mois d'un stock, ou alors au grand maximum 3 mois. Si vous avez un vétérinaire et que vous voulez un médicament et puis qu'il vous le refuse, on ne change pas un vétérinaire uniquement parce qu'il vous refuse un médicament par rapport à un autre. Enfin, il y a toute cette partie, ce que j'appelle moi les faux médicaments ou les médicaments Canada Dry, qui sont des produits qui ressemblent à des médicaments mais qui n'en sont pas, qui se présentent parfois avec des médicaments avec un effet préventif ou curatif, mais qui sont en fait des aliments complémentaires ou d'autres topiques. Vous n'avez pas la garantie de qualité. Vous n'avez pas non plus la garantie que le rapport bénéfice-risque a été évalué. Donc, je ne dis pas qu'il faut les rejeter tous en bloc, mais en tous les cas, il faut s'interroger parce que ce sont des produits qui sont en dehors des garanties habituelles du circuit pharmaceutique. Si on fait un résumé de tout ce que je vous ai raconté depuis à peu près 40 minutes, petite analyse personnelle des choses. Si on veut être tous dans le feu vert, qui serait un peu le monde idéal, je dis bien qu'il n'existe pas,
ben, vos achats, vous les feriez uniquement chez le vétérinaire, chez votre vétérinaire, en lien avec une consultation ou une téléconsultation. Les ordonnances seraient respectées et en tout point et comprendra l'animal, la diagnostic et la prescription. Vous auriez dans une pharmacie, dans votre pharmacie, que des formes orales et topiques et pas des formes injectables, avec les justificatifs, le mode d'emploi sur l'étiquette, éventuellement le nom du chien marqué sur l'étiquette, parce que normalement, c'est bien, les médicaments sont bien pour des animaux qui sont identifiés, un registre sanitaire qui est bien tenu, pas plus d'un mois de stock et une armoire fermée à clé. Les reliquats, eh ben, au-delà de 28 jours, c'est la norme dans les pays scandinaves, serait éliminé. Un produit entamé serait éliminé s'il n'est pas utilisé dans les 28 jours suivants. Vous n'auriez pas de périmé dans cette armoire de la pharmacie. Et pour les éliminer, vous utilisez une filière spécifique, voire celle des médicaments humains. Enfin, vous feriez les déclarations de pharmacovigilance lorsque vous constatez des effets indésirables, tout du moins les effets indésirables inattendus, ou des manques d'efficacité. Bon, ça, c'est le monde idéal, je sais bien qu'il a du mal à exister. Le feu orange, ce serait le monde acceptable. Donc, vous feriez ça en dehors du vétérinaire, également en pharmacie, mais sur ordonnance, parce que c'est moins cher, parce que vous avez intérêt, parce que vous ne voulez pas, je ne sais pas quoi, enfin bon, voilà. Éventuellement, pour certains APE dérogatoires, sur Internet. Les ordonnances, vous les auriez, mais les animaux ne sont pas tous bien identifiés sur l'ordonnance. Vous pourriez avoir quelques formes injectables pour des animaux malades, j'aime bien les animaux malades, hein, pas les vaccins évidemment. Vous aviez des justificatifs, mais il n'y a pas toujours de lien très évident entre le médicament et l'animal identifié. Le registre sanitaire est néanmoins rempli et vous n'avez pas plus de 3 mois de stock, ou une armoire, tous les médicaments sont rassemblés dans une seule armoire, mais elle n'est pas bien fermée à clé. Donc, tout le monde peut y accéder facilement. Les reliquats, vous les avez et vous n'avez pas noté la date d'ouverture, donc au-delà de 28 jours, vous ne savez pas et depuis combien de temps ce médicament est ouvert. Et enfin, vous éliminez les médicaments périmés ou entamés dans les ordures ménagères, avec quand même, vous respectez la notion de dasserie pour les piquants, parce que ça, c'est quelque chose d'important. Enfin, les effets indésirables, ben, vous oubliez de les déclarer. Donc, je dirais que ça c'est sans doute le monde acceptable, qui n'est pas parfait, avec quelques non-respects, quelques infractions, mais dont on pourrait avoir une certaine tolérance. C'est en haut à gauche de mon schéma de départ, si je peux dire. Enfin, le feu rouge, ce qui est inacceptable ou dangereux, c'est d'acheter ces médicaments sur Internet. Enfin, c'est pas possible. Mis à part les appels dérogatoires, ce n'est pas possible d'acheter tous ces médicaments vétérinaires, de se fournir chez un autre éleveur, d'acheter des faux médicaments, je s'appelle les médicaments Canada Dry, là, qui n'ont. Vous n'avez pas d'ordonnance ou des ordonnances de complaisance sans le fait que les animaux soient identifiés. Vous avez dans votre pharmacie des euthanasiques, parce que c'est quand même, vous avez peut-être besoin d'euthanasier de temps en temps un chiot, mais ça ne fait pas non plus acceptable. Un anesthésique, vous avez des vaccins, vous n'avez pas de registre sanitaire, vous avez pour 1 an de stock, pas d'endroit spécifique, mais les médicaments sont éparpillés dans l'élevage. Il y a beaucoup de périmés, d'entamés, non éliminés dans l'élevage, et puis les piquants sont éliminés en ordre ménagère. Enfin, même les effets graves ne sont pas du tout déclarés. Voilà, je crois que j'ai un peu résumé un petit peu les bonnes et les mauvaises pratiques à travers ce grand tableau, en sachant que, évidemment, vous avez compris que tout n'est pas si facile que ça à juger et que c'est toujours un peu du cas par cas. Et maintenant, j'attends vos questions avec quelques minutes d'avance par rapport au planning qui était prévu.